On m'a demandé de parler un peu de résistance aujourd'hui. Donc, bon, au-delà de faire un point un peu de situation sur ces phénomènes de résistance aux fongicides, donc j'ai souhaité faire un petit peu aussi de pédagogie pour expliciter bien ce que c'est que la résistance. Donc, on est dans un centre d'un lycée aujourd'hui, je pense que c'est le lieu. Et puis d'essayer aussi de faire un point sur la manière dont sont suivies ces résistances qui sont quand même pas mal encadrées. Alors en termes de définition, donc là j'ai carrément repris une définition écrite. Donc la résistance, c'est l'ajustement naturel qui est transmissible à la descendance, c'est important, qui ont la capacité de certains individus à survivre à un traitement phytosanitaire qui normalement devrait entraîner leur mort. Donc c'est une définition qu'on a au niveau de l'individu. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre au laboratoire aisément en évidence. Je vous ai mis ici des photos de disques où on voit effectivement sur une traitée ou pas traitée ce que donne une souche sensible ou une souche qui est donnée résistante. Donc c'est vraiment quelque chose qu'au niveau de l'individu. Donc plusieurs mécanismes peuvent être en jeu, il y a différents mécanismes de résistance, mais les principaux, c'est des mutations de cible, c'est-à-dire qu'il y a une protéine qui va être modifiée, qui va modifier la cible et qui va faire que le traitement n'est plus efficace. Alors, parfois on mélange un petit peu les concepts, quand on parle de résistance, ça n'entraîne pas toujours des baisses d'efficacité au vignoble, ça peut être différent. Et quand on a une baisse d'efficacité au vignoble due à la résistance, on parle souvent de résistance pratique, et c'est ce qu'on observe à l'échelle plutôt d'une population. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à la base, la résistance, c'est une variation naturelle de la sensibilité aux fongicides. Quand on est au champ, on a des populations et les individus sont différents. C'est un peu comme aujourd'hui, là, tout le monde est différent. Donc on a des individus, on a une distribution de sensibilité. On a les individus qui sont les plus sensibles, c'est-à-dire qui vont être contrôlés par une plus petite dose de produit. Les individus qui sont les moins sensibles, donc il y a une certaine distribution, mais qui normalement sont contrôlés par la dose homologuée de produit, et puis on a un petit nombre d'individus qui se cachent bien, qui peuvent être résistants naturellement à ces produits phytosanitaires. Donc le concept qui est important de bien comprendre, c'est que les pesticides ne fabriquent pas la résistance, mais en fait ils la révèlent. Donc j'ai essayé de schématiser ça avec un petit schéma maison, c'est-à-dire qu'au début on a une population en fait où on a quelques individus qui sont naturellement résistants, qui sont vraiment très très minoritaires, et puis à force de réaliser des applications, on va donner l'avantage aux individus qui sont résistants, faire augmenter leur fréquence dans les populations, et arriver potentiellement à une situation où on a affaire à une majorité d'individus qui sont résistants, et là où on entraîne des baisses d'efficacité. Et donc ces traitements qu'on exerce, qui vont donner l'avantage aux individus résistants, c'est ce qu'on appelle la pression de sélection. C'est ce que vous pouvez lire de manière régulière dans les différents ouvrages. Alors, si on schématise un petit peu l'évolution de ces résistances sur un schéma, qui a été élaboré par pas mal de mes collègues, on distingue plusieurs phases, c'est-à-dire une phase où finalement on ne détecte rien dans le vignoble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on n'a pas les capacités de le détecter parce que la fréquence est très faible. Et puis on a une phase, la phase 1, où on va commencer à détecter, à avoir les premiers signaux d'arrivée des individus qui sont résistants. Puis une phase où on a progression de ces individus, donc on voit la fréquence des individus qui va progresser pour arriver à une certaine stabilisation, qui peut être à un niveau différencié, une certaine stabilisation où ça ne bouge plus. Et parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais enfin parfois, on peut avoir une régression de la fréquence d'individus résistants. Alors ça, c'est une courbe qui est totalement théorique, mais qui va dépendre beaucoup du mode d'action du produit, parce que tous les modes d'action ne réagissent pas de la même manière, et également évidemment des pratiques, parce que les pratiques vont influer fortement sur cette évolution. Alors donc du coup, quel est l'enjeu du suivi des résistances ? Donc en 3 mots très rapidement, l'enjeu c'est évidemment par rapport à cette courbe de retarder l'apparition, de retarder l'extension de ces individus. Donc ça veut dire évaluer les risques potentiels de résistance et puis proposer également des méthodes de gestion qui vont permettre de retarder cette extension. Ensuite, effectivement, mesurer cette évolution, c'est-à-dire surveiller le territoire, et puis bien sûr informer les opérateurs, les différents opérateurs pour pouvoir adapter les méthodes de gestion à la situation qui est détectée. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le suivi de l'évolution des résistances, c'est une obligation qui est réglementaire. Alors je ne suis pas spécialiste des textes, mais c'est effectivement des obligations qui sont prévues dans des réglementations européennes, et notamment des réglementations liées à l'approbation des substances actives et à leur mise sur le marché. Et puis le suivi des résistances, ça fait partie aussi intégrante de la phytopharmacovigilance, qui a été évoquée tout à l'heure, qui est prévue dans la loi d'avenir agricole. Alors de quelles informations on dispose pour le suivi et l'évaluation de ces résistances ? D'abord, il y a beaucoup d'informations qui viennent de la réglementation des produits, donc qui sont issues des firmes qui mettent les produits sur le marché, donc des produits qui sont dans les dossiers d'homologation, donc qui sont des éléments bibliographiques sur les risques, qui peuvent être des données de laboratoire, des données de terrain, voire des données sur d'autres cultures, etc., qui peuvent être intéressantes. Et donc on demande aux pétitionnaires de fournir des informations sur le risque d'apparition des résistances
sur la sensibilité de base. La sensibilité de base, c'est la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, où on a la distribution de la sensibilité des individus par rapport aux doses, et puis de proposer des stratégies de gestion pour essayer de faire durer l'efficacité des produits par rapport à ces phénomènes. Donc il y a délivrance des AMM avec validation de la stratégie proposée, et ensuite il peut être demandé en post-homologation de suivre l'évolution de ces populations, de fournir des informations sur ces suivis, et éventuellement de prouver l'efficacité des préparations en situation de résistance. De manière complémentaire à ces informations, donc on a aussi des informations qui sont plus de terrain, donc qui sont issues des plans de surveillance qui sont menés par l'ANSES notamment, dans le cadre des effets intentionnels dans le cadre du plan Ecophyto. Il y a également de très nombreux réseaux d'essais, d'efficacité, notamment en situation de résistance, et puis il y a plein d'autres sources d'informations, de techniciens de terrain, de distributeurs, d'actions qui peuvent être menées pour identifier des résistances. Et donc c'est dans ce contexte-là d'information que est élaboré annuellement ce qu'on appelle la note nationale, ou qui est plus précisément une note commune technique, qui est élaborée par plusieurs opérateurs, qui va donner des informations sur la gestion globale de la résistance, qui va proposer des recommandations pour faire face à l'évolution un petit peu des résistances, mais j'insiste dessus qu'il n'a pas de caractère réglementaire, c'est-à-dire qu'on est bien sur des recommandations, et ça ce n'est pas un cadre réglementaire de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc je vous propose maintenant de vous donner quelques informations sur cette note qui devrait paraître incessamment sous peu, petite validation. Alors, on va balayer le mildiou, l'oïdium et la pourriture. Donc rapidement, parce que c'est que le temps est contraint. Donc pour ce qui est, on va dire, des familles CAA, QOI, anilide et puis cymoxanil, on est dans une situation où on a résistance généralisée ou de nombreux cas. Alors généralisée, ça ne veut pas dire que tous les individus sont tous résistants aux produits, mais qu'on est dans des situations où sur chaque parcelle on a potentiellement des individus résistants, et sur beaucoup de parcelles il y a de la résistance, donc on n'est pas sûr du tout de l'état de sa population, et donc on a quand même une fréquence qui est très élevée. Donc pour ces produits, on est sur des recommandations de limiter à un traitement, mais surtout de regarder l'importance du partenaire. Ces produits sont en général jamais homologués seuls, ils sont avec un partenaire, comme l'a dit Alex tout à l'heure, et donc du coup l'importance du partenaire, du type de partenaire, de sa dose, etc., qui est à prendre en compte. Et puis pour certains produits, notamment les QOI qui présentent moins d'intérêt pour le milieu, effectivement, du fait de la résistance, gardent un intérêt pour le black rot, ça a été évoqué tout à l'heure, donc il ne faut pas le perdre de vue. Alors dans le plan de surveillance cette année, un accent avait été mis plus principalement sur les QOID, ou QOSI qui sont donnés comme ça, et les QI, où là il y a eu un plan de surveillance qui a été intéressant. Alors pour ces deux familles, il y a un certain nombre d'individus qui sont, on va dire, faiblement résistants, quelques cas, faiblement résistants aux deux familles. Alors c'est lié, c'est pas lié à une mutation de cible, c'est lié à un phénomène de respiration alternative qui entraîne des individus qui sont assez faiblement résistants. Alors néanmoins, en 2015 a été identifié, détecté, et voire même isolé, des individus qui sont fortement résistants à la méthocradine. Donc ces individus ont été isolés, ce qui va permettre de poursuivre notamment les investigations sur cette molécule. Et puis également, depuis quelques années, on a des individus qui semblent résistants au QI. Donc les recommandations qui ont un petit peu évolué par rapport à l'année dernière sont de maintenir tout de même la gestion de ces deux familles de molécules dans un même pool, en limitant à 3 applications maximales, dont une application max pour les QOID et 2 pour les QI. Et puis pour l'ensemble des autres molécules, on n'a aujourd'hui pas de cas détectés, donc certains peu de risques comme les multisites, d'autres avec des risques, mais aucun cas déclaré, donc on en reste à des nombres d'applications recommandées qui sont liées à l'homologation. Alors pour ce qui est de l'oïdium, le cas des IDM où on a, depuis quand même pas mal d'années maintenant, des résistances qui se retrouvent de manière assez fréquente. On est, quand on regarde le pourcentage d'allèles mutés sur les monitorings, à autour de 25% d'allèles mutés dans les populations. Donc on a une résistance qui est bien implantée, mais néanmoins des produits qui continuent à apporter quelque chose de satisfaction. Donc on est sur des recommandations autour de 2 applications non consécutives, de préférence, avec effectivement le black rot à gérer de manière concomitante. Pour ce qui est de la spiroxamine, aujourd'hui, pas de cas identifiés, pas de cas déclarés, donc on maintient les recommandations de l'année dernière. Pour ce qui est des QI, là encore, on a
les QOI, pardon. On est à de nombreux cas présentés, donc même si on a une certaine stabilisation de la résistance, on a quand même pas mal d'implantations dans les parcelles, et donc il est recommandé de ne pas dépasser une application uniquement en association, parce qu'on sait qu'avec ce type de produit, on peut avoir assez rapidement des baisses d'efficacité quand on est confronté à des fréquences qui sont élevées. Au niveau des SDHI, donc boskéite, fluopyram, on a quelques cas qui sont détectés, et donc le nombre la recommandation de nombre d'applications est maintenu à 2. Hein. Ensuite, pour ce qui est du proquinazide et quinoxyphène, donc les azanaftalènes, c'est un peu compliqué à dire, on a plusieurs cas qui sont signalés, même si potentiellement il ne semble pas y avoir d'évolution de la résistance par rapport à l'année dernière dans les monitorings qui sont réalisés. On a néanmoins plusieurs cas signalés, et donc un maintien de la recommandation à 2. Et enfin, pour la métrophénone et la périophénone, hein, on a les premières détections aussi de cas de résistance, et donc de la même manière, une recommandation de nombre d'applications maximum à 2. Donc vous voyez qu'il reste quand même de toute façon pas mal d'applications possibles, hein, si on fait la somme. Et pour le reste des produits, donc le cyfluphénamide, pas de cas déclarés, donc on en reste sur les nombres de recommandés liés à l'homologation, et puis pas de problème pour les multisites. Et enfin pour le botrytis, je passerai assez vite parce qu'effectivement bon, l'année 2015 a été au niveau national une année avec une assez faible présence de botrytis. Du coup les monitorings ont été assez limités, on n'a pas vu forcément d'évolution importante, hein. Donc on en reste à cette situation où on a effectivement des risques de résistance spécifiques pour pas mal de molécules, et puis aussi le phénomène qu'on appelle MDR, donc de résistance à des multiples fongicides et résistance avec des facteurs un peu plus faibles. Bon, globalement, lorsqu'il y a besoin de traiter, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, on en reste à la recommandation de un produit par famille chimique par an maximum, hein, et puis il est recommandé aussi dans la note, si possible, pour ceux qui pratiquent les traitements, d'avoir une alternance pluriannuelle qui permet de limiter la pression de sélection. Voilà, j'espère être rentré dans les temps. C'est parfait. Je vous remercie pour votre attention. Merci.